j'ai le plaisir d'introduire cette séance de présentation du prix de thèse Amiès. Donc, je me présente, je suis Clémentine Prieur, donc je parle en tant que présidente du prix pour cette édition 2022. Donc, le prix de thèse Amiès, c'est un prix qui est à l'initiative de la Fondation Amiès, mais qui est parrainé par les 3 sociétés savantes, à savoir la SMAI, la SFDS et la SMF. Et donc, chaque année, ce prix récompense une thèse qui a été réalisée en collaboration avec l'entreprise et qui a eu des retombées significatives pour celle-ci. Donc, cette année, on a reçu 12 dossiers. Donc, parmi ces dossiers, il y avait 4 dossiers hors région parisienne, donc pour faire quelques statistiques et en déduire ce qu'on a envie d'en déduire. On a eu un seul dossier présenté par une femme. Donc, je pense qu'on a encore des efforts à faire pour promouvoir les métiers scientifiques auprès des jeunes filles. Et donc tous les dossiers étaient de qualité. Et nous avons le plaisir cette année de décerner le prix à Thomas Daniel. Bravo. Donc je vais présenter un petit peu le domaine rapidement. Donc c'est une thèse qui a été réalisée en collaboration avec Safran. Donc c'était sous la direction de David Richeling au Centre des matériaux des mines et avec un co-encadrement de Fabien Cazenave et Nisrine Akari à Safrantech. Donc la thèse portait sur des problèmes de quantification d'incertitude, comme Thomas va nous le présenter plus précisément. Donc quantification d'incertitude pour des durées de vie d'aube de turbine, haute pression, dans des turboréacteurs, et avec des conditions incertaines en termes de thermique. Donc derrière, il y a des équations et des simulateurs qui sont extrêmement coûteux en contexte industriel. Et donc ce qui a été proposé pendant la thèse, c'est des méthodes qui marient apprentissage statistique et réduction d'ordre de modèle, afin d'accélérer considérablement les simulations numériques, tout en conservant des prédictions précises. Donc c'est un beau travail qui a été réalisé, qui a été valorisé par de nombreuses publications et des brevets, donc avec un beau transfert technologique. Et donc le prix revient à Thomas Daniel. Voilà. Donc tu nous fais un exposé, c'est ça, vous nous faites un exposé de 30 minutes, et après on prendra des photos. Ça fonctionne ici ? C'est parfait. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour cette belle introduction. Je suis très honoré d'avoir l'opportunité de présenter mes travaux de thèse aujourd'hui à ce forum Emploi-Mat. Donc merci beaucoup aux membres du jury et également aux organisateurs de l'événement. Donc comme ça a été dit, j'ai effectué ma thèse dans le cadre d'un contrat CIFRE entre Safran, dans le secteur aéronautique, et le Centre des matériaux, laboratoire attaché à l'École des mines. Et donc cette thèse portait sur l'utilisation du machine learning et de la réduction de modèles pour la simulation numérique en physique, et en particulier sur des applications dans le secteur aéronautique pour Safran. Donc avant toute chose, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit à Safran et au Centre des matériaux, et grâce à qui j'ai passé 3 superbes années, voilà, des personnes exceptionnelles sur le plan humain et scientifique. Et donc, plus particulièrement, j'aimerais mentionner les 3 personnes qui m'ont encadré pendant cette thèse. Donc, David Richeling, qui a été mon directeur de thèse au Centre des matériaux et à l'École des mines. Et puis, Fabien Cazenave et Nisrine Akari, qui m'ont encadré à Safran dans l'équipe de mathématiques appliquées. Donc encore un grand merci à eux. Et s'il y a des étudiants dans la salle qui envisageraient potentiellement de faire une thèse CIFRE, je les encourage vivement à regarder ce que propose Safran et ou le Centre des matériaux, et en particulier si c'est avec ces 3 personnes-là ou dans leurs équipes, parce qu'ils auront l'assurance de faire une belle thèse pleine de découvertes et riche en apprentissage. Voilà, donc n'hésitez pas et foncez. Alors comme ce prix récompense des travaux en maths appliquées dans le cadre d'une entreprise, je vous propose d'aborder mes travaux de thèse sous cet angle-là, donc l'angle de vue des applications industrielles aux problématiques de Safran. Donc Safran, comme vous le savez certainement, a des activités variées, et notamment dans le secteur aéronautique. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux moteurs d'avion civils. Donc vous avez ici une image de turboréacteur. Et un enjeu crucial aujourd'hui, c'est de réduire l'impact environnemental du secteur de l'aviation. Donc parmi les nombreuses solutions explorées par Safran,
il existe une solution qui est relativement connue, qui consiste à augmenter la température de sortie la température des gaz qui sortent de la chambre de combustion, parce que de cette manière, on peut augmenter le rendement du moteur et donc consommer moins de carburant. Donc si on augmente la température en sortie de la chambre de combustion, il faut être en mesure de prédire l'impact que ça va avoir sur les pièces du moteur qui sont situées en aval de cette chambre de combustion. Et là, en l'occurrence, on va s'intéresser à une pièce bien particulière. Donc, c'est l'aube de turbine haute pression. Vous avez une image à droite ici avec un champ de température. Donc, ce sont des pièces qui sont situées juste derrière la chambre de combustion dans le turboréacteur. Et donc, elles sont soumises à un chargement thermomécanique extrême du fait, d'une part, de l'écoulement très chaud qui sort de la chambre de combustion et sa combinaison avec les efforts d'inertie liés à la mise en rotation de la turbine. Donc l'application finale de cette thèse, c'était d'appliquer les travaux, les méthodes numériques que nous avons développées à cette application-là de prédiction de durée de vie en fatigue de ces aubes de turbine haute pression sous chargement thermomécanique et en particulier sous environnement incertain. Donc si on est plus exigeant sur le chargement thermique appliqué à l'aube, eh bien, il faut pouvoir contrôler les risques représentés par d'éventuelles incertitudes sur l'environnement de l'aube dans le turboréacteur en phase de fonctionnement. Parce qu'une incertitude sur le chargement thermique induit une incertitude sur le comportement mécanique de la pièce et donc sur sa durée de vie. Donc dans ce cas-là, l'approche classique consiste à avoir une approche un petit peu statistique du problème. Donc on fait ce qu'on appelle la propagation d'incertitude par simulation Monte-Carlo. L'idée, c'est de faire un grand nombre de simulations numériques du comportement mécanique, et ce, pour une grande variété de chargements thermiques aléatoires qui rendent compte du chargement thermique effectif que l'on peut voir en phase de fonctionnement dans un turboréacteur. Et donc si on fait ça, on a plein de résultats de simulation, et donc ça permet après de calculer des espérances, des intervalles de confiance, des probabilités d'observer l'apparition d'une fissure au bout d'un certain nombre de cycles, etc. Malheureusement, ce genre d'approche, c'est toujours compliqué sur des problèmes industriels aussi complexes, parce qu'une seule simulation peut déjà prendre plusieurs semaines, compte tenu de la difficulté du problème en termes de nombre de degrés de liberté, puisqu'on a des géométries complexes avec des canaux de refroidissement. Donc on est facilement de l'ordre du million de degrés de liberté, mais aussi du fait de la loi de comportement du matériau qui peut être particulièrement complexe. Donc ici on a un modèle de plasticité cristalline qui inclut de la viscoplasticité. Donc on a un besoin réel pour de nouvelles méthodes numériques qui vont accélérer ces simulations afin de permettre de mener ce type d'études de quantification d'incertitude. Et en fait, c'est un besoin qui n'est pas propre au secteur aéronautique, c'est beaucoup plus général dans l'industrie. On est à un stade où on dispose de beaucoup de modèles physiques très sophistiqués qui ont été développés par les chercheurs et experts en physique. Et aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de pouvoir proposer des méthodes numériques qui accélèrent les simulations pour inclure progressivement ces modèles dans les cycles de conception d'un produit. Donc il y a beaucoup de recherche qui est faite dans cette direction. Et aujourd'hui, donc, vous allez avoir un exemple de méthode qu'on a proposée à travers cette thèse qui combine la réduction d'ordre de modèles avec des outils de machine learning apportés par tout le développement qu'il y a eu récemment autour de l'intelligence artificielle. Donc je vais commencer tout de suite par vous parler des dictionnaires de modèles d'ordre réduit locaux. Donc partout où vous verrez écrit ROM, c'est pour Reduced Order Model, donc modèle d'ordre réduit, on va voir ce que c'est. De façon générale, un problème de physique, il est modélisé par une équation en dérivée partielle, EDP, qui va être paramétrée. Donc, dans notre cas, on va noter U, la solution à l'EDP, et X, le paramètre, qui pour nous va être un paramètre incertain. Donc, dans le cas de l'aube de turbine, X, ça va être un champ de température, voire même son historique pour définir le chargement thermique. Donc, on est en très grande dimension, une fois qu'on a discrétisé le problème. À gauche, l'espace des paramètres, il faut imaginer que c'est un espace de dimension plusieurs millions, dans lequel on va avoir donc tous les champs de température, tous les chargements thermiques possibles de notre problème. Et donc lorsque le problème est bien posé au sens de Hadamard,
eh bien, vous voyez qu'une incertitude dans l'espace des paramètres, représentée par l'ellipse rouge à gauche, va engendrer une incertitude sur la solution U de x à droite, et donc la solution va vivre dans ce qu'on appelle la variété des solutions possibles. Et donc cette solution, pour nous, U de x, en mécanique des matériaux, ça va être le champ de déplacement qui va rendre compte de la déformation de la pièce liée aux sollicitations thermomécaniques. L'idée de la réduction de modèles par projection, comme les méthodes Podgalerkin et Reduced Basis, c'est d'utiliser un espace d'approximation de faible dimension pour résoudre les équations de la physique. Donc on va projeter le dp dans un espace d'approximation, et de cette manière, l'espace étant de faible dimension, on a réduit le nombre de degrés de liberté à déterminer. Donc on a réduit la complexité du problème et on gagne en temps de calcul. Ce qui est important de noter, c'est que cet espace d'approximation, contrairement aux espaces qu'on utilise dans la méthode des éléments finis, ça n'est pas un espace qui est générique, mais il va être spécifique au problème considéré. Et c'est comme ça en fait qu'on gagne en temps de calcul. Et en fait, je vais pas beaucoup en parler aujourd'hui, mais on a utilisé plus particulièrement en plus des méthodes d'hyperréduction pour que le gain en temps de calcul soit effectif. Voilà, c'est nécessaire en fait quand on considère des lois de comportement assez fortement non linéaires. Donc sur ces représentations schématiques, vous voyez que lorsqu'on a une faible incertitude dans l'espace des paramètres, eh bien, la variété des solutions va être suffisamment petite et on va pouvoir l'inclure dans un espace d'approximation de faible dimension, représenté par la petite boîte noire. Donc c'est ce qu'on appelle un modèle d'ordre réduit. Et dans ce cas-là, eh bien, la solution approchée calculée par le modèle d'ordre réduit va être précise et obtenue en un temps raisonnable. Ça, c'est le cas classique où tout se passe bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a de grosses incertitudes sur le chargement thermique, ou bien, c'est équivalent, si le dp est très sensible aux variations dans l'espace des paramètres, et ce, de façon non linéaire? Et bien, dans ce cas-là, vous voyez à droite que la solution va vivre dans une variété beaucoup plus grande, qui va balayer potentiellement beaucoup plus de directions indépendantes dans l'espace des solutions possibles. Donc, première solution, on veut garder un modèle d'ordre réduit rapide. Donc on garde un espace d'approximation de faible dimension, mais comme vous voyez sur le schéma à droite, la petite boîte noire ne va couvrir qu'une petite portion de la variété des solutions possibles, et donc le modèle d'ordre réduit va être imprécis. A l'inverse, si on utilise un espace d'approximation de dimension suffisamment grande pour englober toute la variété des solutions possibles, eh bien, on va avoir un modèle qui va être précis, mais qui va être trop lent, du fait notamment que, en fait, si on ne réduit pas assez le nombre de degrés de liberté pendant la réduction de modèle, on perd facilement le facteur d'accélération, du fait qu'en réduction de modèle, les matrices qu'on va manipuler sont des matrices pleines, et donc la complexité grimpe beaucoup plus vite que dans le cas des éléments finis où on a plutôt des matrices creuses. Donc ce type de problème, on les appelle généralement des problèmes non réductibles. Et donc il y a plein de méthodes qui existent pour essayer d'adresser ce type de problème, réduire les temps de calcul en ayant des simulations précises malgré tout. Et une solution possible consiste à utiliser non pas un seul espace d'approximation ou un seul modèle d'ordre réduit, mais plutôt une collection de modèles d'ordre réduit locaux, chaque modèle étant rattaché à une région particulière de la variété des solutions. Donc le travail qu'on a à faire ici, c'est de partitionner la variété des solutions possibles, et cela donc grâce à un algorithme de clustering. Et de cette manière, avec les différents clusters identifiés, on va pouvoir construire un modèle d'ordre réduit ou un espace d'approximation par cluster. Il est important de noter qu'on effectue le clustering sur les résultats de simulation et pas dans l'espace des paramètres d'entrée. Donc une fois qu'on dispose de ce dictionnaire de modèles d'ordre réduit locaux, eh bien, on a la possibilité d'adapter le choix du modèle utilisé, le choix de l'espace d'approximation, en fonction du paramètre considéré en phase d'exploitation. Donc quand on fait la quantification d'incertitude, on va tirer un nouveau chargement thermique aléatoire, on va pouvoir choisir le bon modèle associé pour faire des simulations, et donc on va avoir une simulation rapide tout en maintenant un certain niveau de précision. Mais le choix du modèle, il n'est pas toujours évident, puisqu'en fait, il implique de savoir à l'avance dans quel cluster va tomber U de X, alors qu'on ne connaît pas encore, puisqu'on n'a pas encore effectué la simulation.
Donc une façon de faire, dans ce cas de figure, c'est d'entraîner un algorithme de classification à apprendre la correspondance entre un nouveau paramètre en entrée et le meilleur modèle à utiliser pour maintenir un bon niveau de précision lors du calcul. Donc l'algorithme de classification, on est dans le cas de l'apprentissage supervisé, ça peut être un réseau de neurones, ça peut être des forêts aléatoires, ça peut être un SVM, une régression logistique, etc. L'important, c'est qu'on bénéficie de cette manière d'un algorithme de recommandation automatique de modèles qui va dire tout de suite à l'utilisateur quel modèle utiliser. Donc, ce qui est important de noter dans cette méthodologie qui est présentée ici, dans sa phase d'inférence, dans la phase d'exploitation, c'est qu'on combine la physique et l'intelligence artificielle. Alors, le machine learning intervient où? Il intervient pour faire de la réduction de dimensions, pour définir les modèles d'ordre réduit, d'une part. Il intervient pour faire du clustering, pour savoir pour quelle région de la variété des solutions on va construire des modèles. Et le machine learning intervient aussi pour l'étape de classification. Mais ce qui est important dans la réduction de modèles, les EDP de la physique restent en jeu, on va les résoudre dans l'étape de simulation avec un nombre réduit de degrés de liberté. Donc c'est la méthodologie qu'on a présentée dans ce premier article publié dans ANSES. Et donc l'objet de ma thèse, c'était d'abord de développer cette méthode et de l'implémenter pour qu'elle puisse être appliquée sur des cas à grande échelle, des cas industriels, et par la suite d'optimiser les différentes briques méthodologiques de ce pipeline. Donc on va s'intéresser tout d'abord à l'optimisation du dictionnaire de modèles d'ordre réduit par des méthodes de clustering. Donc ici, vous avez une visualisation en 2D et en 3D sur un cas académique relativement simple, d'une poutre ajourée sous sollicitation thermomécanique. Vous avez une représentation simplifiée, disons, de la variété des solutions possibles. Donc dans cette représentation, un point correspond à un résultat de simulation obtenu avec un chargement thermique aléatoire. Donc chaque point, c'est une simulation. Et on a obtenu ce type de visualisation par la méthode MDS, Multidimensional Scaling. Donc, ce n'est pas des visualisations exactes, hein, ça donne juste une idée un petit peu de notre problème, et surtout, ça permet de visualiser les clusters qu'on identifie. Et donc, vous voyez que voilà, on va attribuer un modèle d'ordre réduit local à chacun des clusters. Et on s'est rendu compte pendant la thèse qu'il fallait s'intéresser plus particulièrement à une certaine famille d'algorithmes de clustering, qui sont les clustering dits representative-based, dans lesquels chaque cluster est associé à un élément représentatif. Et donc, chaque simulation, chaque point dans la représentation que vous voyez ici, va être associé au cluster dont l'élément représentatif est le plus proche au sens d'une distance ou d'une mesure de dissimilarité qu'on a nommée delta ici et qui reste à définir. Donc ce qui est absolument essentiel dans ce travail-là, c'est la définition de cette mesure de distance. Comment est-ce qu'on fait pour calculer des distances entre résultats de simulation? Alors, assez souvent, on voit la norme L2 sur les solutions de l'EDP. Donc ça revient en fait à faire un clustering par la méthode des cas moyennes, K-means. Alors ça marche souvent très bien. Mais ce n'est pas forcément optimal, en fait, dans le cas de la réduction de modèles, c'est ce dont on s'est aperçu pendant la thèse, puisqu'en quelque sorte, cette distance-là, elle est polluée par la norme de la solution. Pour être plus précis, en fait, on veut mettre dans un même cluster toutes les simulations qui peuvent être obtenues à partir du même espace d'approximation. Donc en fait, on veut regrouper les simulations qui vivent dans le même espace. Donc c'est plutôt une notion d'angle entre simulations qu'il faut regarder et donc ne plus dépendre de la norme de la solution. Donc c'est le travail qu'on a fait dans ces deux publications. Donc la première qui a été publiée dans Journal of Computational Physics. Dans ce travail, donc, nous avons défini notre mesure de dissimilarité entre simulations. Donc c'est à base de sinus des angles principaux entre les espaces d'approximation optimaux attachés à chacune des simulations, ces espaces étant obtenus par POD. Donc on définit cette mesure de dissimilarité, on présente la procédure de clustering qui utilise la méthode des cas médoïdes,
Et on présente également un critère d'efficacité a priori de la méthode qui permet de savoir, avant les phases coûteuses en phase d'entraînement, est-ce que notre méthodologie va être pertinente et du coup, pour éviter de lancer des calculs coûteux qui pourraient ne conduire à rien selon les cas. Donc, on a montré sur différentes physiques, donc des problèmes de diffusion, d'advection, Navier-Stokes incompressible, et puis problème de mécanique des structures non linéaires, comportement viscoplastique. On a montré que cette méthode fournissait de bons résultats, meilleurs que lorsque l'on choisit la distance en norme L2. Et on s'est aperçu plus tard dans la thèse qu'en fait, il y avait de bonnes raisons théoriques qui expliquaient que ça fonctionnait aussi bien. Donc c'est ce qu'on a montré dans une propriété mathématique, dans le deuxième papier qui est présenté ici. Vous avez le lien vers le préprint. Donc on a une propriété qui permet directement de flécher le choix de la méthode de clustering et le choix de la mesure de distance entre simulations. Donc pour dire quelques mots, on montre que les résultats, les partitions qu'on obtient par l'algorithme des camédoïdes avec cette mesure de distance sont exactement les partitions optimales de la variété des solutions au sens d'une épaisseur de Kolmogorov normalisée. Donc une fois qu'on a optimisé cette partie de la méthodologie, le dictionnaire de modèles, on s'intéresse maintenant à la partie classification pour la recommandation automatique de modèles. Donc on peut faire le parallèle en fait entre nos problèmes de classification en physique numérique à droite et les problèmes de classification usuels que l'on rencontre par exemple pour la classification d'images. Donc pour les images, le classifieur analyse une image et doit dire ce que celle-ci représente. Nous, à droite, en entrée, au lieu d'avoir une image, on a un champ physique, pour nous un champ de température, et on va prédire en sortie quel est le bon modèle d'ordre réduit à utiliser pour faire les simulations rapides et précises. Alors même si ces deux problèmes sont très similaires en apparence, en fait, il y a des grosses différences qui font que, dans notre cas, on a des difficultés bien particulières à notre contexte, que je vais expliquer tout de suite. Donc il y a trois spécificités majeures. La première, c'est qu'on a un nombre limité de données d'entraînement, parce qu'on doit générer en fait des données d'entraînement qui sont spécifiques aux problèmes physiques considérés. Donc ça implique soit de lancer des simulations, soit de lancer des campagnes expérimentales, et dans les deux cas, c'est coûteux. La deuxième spécificité, c'est que nos données d'entrée vivent dans un espace de grande dimension. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être facilement de l'ordre du million de degrés de liberté, parce qu'on considère des champs physiques discrétisés sur un maillage élément fini. Et donc, on est dans ce cas très particulier et compliqué d'un problème avec peu de données en très grande dimension. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie de faire de l'augmentation de données pour enrichir notre base de données d'entraînement. Et là aussi, malheureusement, on est limité parce qu'on travaille sur des données physiques et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Les données physiques, elles doivent satisfaire certains principes, certaines équations, certaines conditions limites. Et donc, il y a un vrai enjeu à définir des méthodes d'augmentation de données pour le machine learning sur des données physiques. Ces trois particularités combinées font qu'on a un fort risque de surapprentissage et donc une partie des travaux de thèse consistait à développer des méthodes qui limitent ces risques-là. Donc une première méthode sur laquelle nous avons travaillé, c'est une méthode de feature selection, sélection d'attributs, sur des champs physiques. Donc ce sont des méthodes qui présentent l'avantage d'avoir des résultats interprétables, au sens où en fait on va choisir un certain nombre réduit de nœuds au sein du maillage élément fini, et le classifieur ne va voir que les valeurs du champ de température à ces nœuds-là, pour prendre une décision sur le meilleur modèle à choisir. Et de cette manière, on réduit la quantité d'informations à analyser, et donc on réduit la complexité du problème en réduisant sa dimension. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour bien positionner ces points dans le maillage pour qu'ils soient pertinents pour notre tâche spécifique de recommandation de modèle, sans être redondants. Donc on a apporté, disons, une surcouche à une méthode déjà existante de feature selection pour qu'elle puisse être appliquée en un temps raisonnable sur des données physiques en grande dimension. C'est présenté dans ce papier publié dans MCA. Et dans ce même papier, nous avons présenté donc une toute nouvelle méthode d'augmentation de données sur des données physiques. Donc, pour faire le parallèle avec les images, comme tout à l'heure, vous voyez à gauche, quand on a une image,
on dispose de tout un tas de transformations assez faciles, peu coûteuses, qui permettent de modifier l'image pour enrichir notre base de données, sans altérer le fait que l'image représente, par exemple ici, un avion. Donc on peut modifier les couleurs, les contrastes, la luminosité, etc. En physique, on ne peut pas le faire. Comme je l'ai dit, il faut que les nouvelles données qu'on génère satisfassent des équations de la physique, certaines conditions limites. Et donc, il faut réfléchir à tout ça. Et donc, on a proposé un algorithme qui permet de faire ce genre de choses. Et on a combiné ça avec l'algo de feature selection mentionné dans la slide précédente, en combinant donc ça avec différents algorithmes de classification sur un problème de physique académique pour prouver que ça apportait quelque chose et ça limitait le risque de surapprentissage dans le cadre de la recommandation de modèles en physique. Donc maintenant, je reviens à l'application industrielle aux thématiques de Safran. Donc, on retrouve les aubes de turbines haute pression vues tout à l'heure. Vous avez des images ici d'un champ de température sur l'aube de turbine, un champ de contrainte et puis un champ de déformation plastique. Donc on a fait le travail d'appliquer toute la méthodologie qui a été développée, de l'appliquer sur ce cas industriel pour faire la quantification d'incertitude sur le comportement mécanique de l'aube. Donc si vous êtes intéressé par un récapitulatif de la méthode et son application à ce problème industriel et au contexte industriel donc, qui motivait ces questions-là, vous avez la référence ici. Les résultats clés qui sont ressortis de ce travail, c'est que la méthode peut déjà être appliquée sur un problème à grande échelle, un problème industriel. Et donc, en l'occurrence, on a pu obtenir des résultats. On a fait le travail de lancer un certain nombre de simulations éléments finis pour valider notre méthode en regardant la précision des résultats obtenus. Et donc, sur des indicateurs d'erreur sur différentes quantités d'intérêt, que ce soit en contrainte ou en déformation, et pour différents types d'indicateurs d'erreur, on avait donc des erreurs de l'ordre de 2%, tout en ayant un facteur d'accélération de 636 par rapport au modèle haute fidélité élément fini correspondant. Donc ici, vous avez des petites images qui présentent donc la variation du champ de température par rapport à un champ référence qu'on aurait obtenu par CFD, et la variation correspondante prédite d'un indicateur d'endommagement, donc prédite à la fois donc, par le modèle élément fini, F modèle, là, la référence haute fidélité qu'on considère comme vraie, et notre méthodologie ROMNet à côté. Donc en conclusion, dans l'industrie, toutes les études qui nécessitent de lancer un grand nombre de simulations numériques, elles nécessitent d'avoir des méthodes qui permettent d'accélérer les calculs. Donc je vous ai donné l'exemple aujourd'hui de la quantification d'incertitude, mais on peut très bien aussi penser à tous les problèmes d'optimisation de paramètres de conception. Et donc pour pouvoir faire ces simulations et les intégrer dans les cycles de conception, on a besoin d'accélérer les calculs, comme je l'ai dit en introduction. Donc pour cela, on a, j'en ai pas parlé aujourd'hui, ce n'était pas l'objet de la thèse, mais il y a beaucoup de travaux sur le calcul haute performance, les méthodes de décomposition de domaine, d'un côté, et on a aussi les méthodes de machine learning apportées par l'intelligence artificielle. Donc l'approche assez classique qui consisterait à utiliser un solver physique un certain nombre de fois pour entraîner un métamodèle de régression et utiliser ce métamodèle par la suite pour lancer beaucoup de simulations, c'est une approche qui fonctionne très bien dans de nombreux cas et qui présente l'avantage d'être très rapide en phase d'inférence. Néanmoins, il existe certains cas, comme celui qui a été présenté aujourd'hui, où on a plusieurs physiques couplées, des phénomènes très non linéaires, qui font que parfois ces méthodes basées sur des métamodèles, et donc uniquement sur les données, ne sont pas toujours suffisantes. Donc dans ce cas de figure, il est absolument essentiel de pouvoir combiner à la fois le machine learning et la physique numérique. Donc ne pas oublier les équations de la physique, et c'est le pari de la réduction de modèles, puisqu'on résout les équations de la physique après dans un espace d'approximation de faible dimension. Et donc c'est essentiel pour deux raisons principales, à mon sens. La première raison est qu'on a besoin de modèles en lesquels on peut avoir confiance, puisque si par exemple on prédit un champ physique en sortie, on aimerait qu'il satisfasse certains principes physiques fondamentaux, certaines lois importantes. Et c'est important aussi pour compenser le manque de données qu'on peut avoir sur certains problèmes, du fait qu'il faut lancer des simulations ou des campagnes expérimentales pour générer ces données.
Donc, quand on a peu de données, on peut essayer de faire quelque chose quand même grâce aux connaissances acquises au fil des siècles par les physiciens, par les chercheurs et experts en physique. Et donc, c'est l'objet de beaucoup de travaux de recherche, et ça a été le point de vue qu'on a adopté pendant cette thèse. Donc, je vous ai remis ici la liste des publications qui a été mentionnée pendant la présentation. Et comme il me reste quelques petites minutes, je vais en profiter pour présenter très rapidement l'entreprise dans laquelle je travaille maintenant, Kinetics. Donc là, on n'est plus dans le secteur aéronautique. Cette fois-ci, on utilise l'intelligence artificielle pour l'animation 3D. Donc l'idée de Kinetics, c'est de démocratiser la création d'animation pour que n'importe quel utilisateur puisse exprimer sa singularité au travers de ses mouvements dans n'importe quel monde virtuel. Donc pour cela, on propose une plateforme très facile à prendre en main. Il n'y a pas besoin de prérequis, que ce soit en animation 3D ou en programmation. C'est très intuitif. Et sur cette plateforme, on vient mettre une vidéo, et il y a une intelligence artificielle qui va extraire une animation à partir de cette vidéo. Et de cette manière, on peut donner vie à l'avatar choisi par l'utilisateur. Donc, pour ce type d'application, comme vous pouvez l'imaginer, à Kinetics, il y a un large panel de métiers très variés. C'est d'ailleurs ce qui est très enrichissant. Et moi, du coup, je vais vous parler très rapidement, plus particulièrement de ce qu'on fait en R&D. Donc, en R&D, on fait principalement de l'intelligence artificielle. Donc, ça va des méthodes de computer vision jusqu'à l'apprentissage par renforcement, reinforcement learning, en passant par des modèles génératifs et des modèles à variable latente, par exemple. Et donc tout ça pour faire de la capture de mouvement, et également pour proposer des outils d'édition, enfin pour retravailler l'animation obtenue. Donc pour la partie capture de mouvement, c'est sans matériel professionnel, hein. On a juste besoin d'un smartphone pour prendre une capture vidéo et l'importer dans la plateforme. Et donc de façon très résumée, très grossière, on a d'abord un algorithme pour détecter les personnages présents dans la vidéo, et ensuite pour extraire le mouvement ou la rotation des os, des squelettes des différents personnages détectés, pour que l'on puisse ensuite appliquer ces mouvements-là sur les avatars choisis par l'utilisateur. Donc j'en dis pas plus, parce que les 30 minutes sont écoulées. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et n'hésitez pas à venir discuter tout à l'heure si vous avez des questions. On a le temps pour quelques questions. Et tu vas mettre un peu de physique dans tes animations 3D ou pas ? Oui, c'est une très bonne question. Justement, en fait, pour rendre une animation visuellement plus plausible, qu'il n'y ait pas des mouvements qui soient complètement incohérents, il est important d'intégrer aussi de la physique, justement pour avoir un beau rendu et pas avoir un personnage qui bouge de manière complètement qui ne ferait pas sens. Et donc, il y a beaucoup de travail sur les contacts, l'interaction du personnage avec son environnement, surtout donc les contacts pied-sol, ce qui est essentiel. Et après, il y a beaucoup de travaux qui existent dans les domaines de l'animation, donc pour corriger des animations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a extrait l'animation à partir de la vidéo, on peut la corriger de façon à ce qu'elle respecte certaines lois de la physique, qu'on prenne en compte la gravité, les effets d'inertie, etc. Il y a des travaux d'apprentissage par renforcement dans des moteurs physiques pour qu'un personnage apprenne à marcher tout en étant soumis à la gravité et au contact. Voilà, donc il reste un peu de physique aussi en animation, et c'est essentiel. D'autres questions ? J'en avais une peut-être un peu technique là sur donc les approches. À chaque fois, vous apprenez tout à partir d'un modèle haute fidélité. Est-ce qu'il y a moyen de combiner ça avec différents niveaux de fidélité en type multifidélité ? Oui, ce serait envisageable. Oui, c'est pas quelque chose qu'on a exploré, mais je sais qu'il y a des travaux
de simulation multi-échelle qui utilisent justement soit des approches par réduction de modèles, soit par métamodèle pour faire des simulations à petite échelle. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Ouais. Je me demandais aussi à quel niveau, est-ce que c'est au niveau de l'apprentissage du dictionnaire qu'on viendrait greffer la multifidélité ou... J'imagine qu'il y a plusieurs endroits où on peut... Oui, alors du coup, dans ce cas-là, on pourrait imaginer un dictionnaire de modèles réduits locaux pour le calcul à la petite échelle, par exemple sur un matériau avec une microstructure un peu complexe, adapter le choix du modèle en fonction de la microstructure, et donc avoir des modèles réduits ou des métamodèles qui dépendraient des conditions limites appliquées sur le volume élémentaire représentatif ou de la forme de la microstructure, par exemple. D'accord. D'autres questions? Non, alors on peut remercier encore une fois. Merci. Et du coup, oui, j'ai un gros chèque à remettre. Alors, je ne sais pas si c'est le plus gros au niveau du montant, mais en tout cas, de la taille. Donc, bravo encore. Félicitations. Merci.